Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Anthropocène et cette semaine pour ce nouveau mercredi de l'Anthropocène consacré aux liens qui unissent santé et ville, nous avons le plaisir de recevoir Céline de Laurence, élue écologiste, adjointe à la ville de Lyon, chargée de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. Bonjour Céline de Laurence et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Et nous avons également le plaisir d'être en compagnie de Virginie Chal. Bonjour Virginie Chal. Bonjour. Vous êtes professeure des universités à l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Vos recherches se centrent sur les thématiques de la santé environnementale, des inégalités de santé et plus largement de la justice socio-spatiale. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Parfait. Et je suis accompagné pour cette heure d'échange par mon camarade et collègue Florian Fontpéry, à qui je vais d'ailleurs laisser la parole pour une première partie d'échange où nous souhaitons explorer la thématique de la santé en ville à l'heure de l'Anthropocène. Alors bonjour à toutes et à tous, enfin rebonjour pour ceux qui nous écoutaient juste avant. Alors pour commencer cet échange, nous voulions vous demander si ce n'était pas un petit peu antinomique de parler de villes qui soignent, et est-ce que l'on n'a pas affaire là à un oxymore ? Je ne sais pas qui veut répondre, si l'une de vous deux. Je vous laisse peut-être commencer en tant que géographe. Ok. Écoutez, la ville qui soigne, pourquoi pas. D'abord, peut-être dire que ce qui interpelle ici, c'est que on entre directement par la dimension curative. Donc peut-être qu'avant de dire que la ville qui soigne, on peut peut-être dire aussi que la ville qui fait en sorte que les populations, que les individus ne tombent pas malades et plutôt un rôle préventif à faire. Je pense que c'est la première chose peut-être à aborder. En tout cas, c'est un point qu'il faut allier, concilier justement avec cette idée aussi que la ville peut soigner, bien évidemment, mais aussi elle peut faire en sorte que ses résidents ne soient pas atteints par leur santé du fait de facteurs, l'exposition à différents facteurs défavorables à leur santé. J'avoue que nous, à la ville de Lyon, on aime bien le terme de la ville qui prend soin. Ouais. La ville en tant que collectivité. On prend soin des habitants, on prend soin des habitats, on prend soin de la nature, on prend soin des milieux, de manière à, exactement ce que vous disiez, de manière à éviter la maladie. Je pense que je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que ça permet aussi de positionner la prévention comme un axe majeur en politique urbaine de santé. Et justement, la ville de Lyon, c'est pour ça qu'on parlait de ville qui soigne, et je faisais référence à ce terme d'oxymore, c'est sur le côté peut-être ville de Lyon, pollution au bruit, pollution atmosphérique, pollution de l'eau, par rapport à la vallée de la chimie. À Lyon, il y a 2 semaines, on a accueilli Pierre Athanase pour parler qui est vice-président à la métropole de Lyon, pour parler de ce sujet-là, chargé des risques. Comment est-ce qu'on fait une ville qui prend soin, une ville qui soigne dans la mesure du possible, dans un endroit aussi chargé en urbain, disons, pollué ? Vous avez raison de souligner ce paradoxe, mais peut-être pour revenir un petit peu à l'histoire aussi, Lyon était aussi un berceau de l'hygiénisme et des politiques de santé publique, a été vraiment au démarrage des politiques de santé publique, et plusieurs maires se sont illustrés en la matière, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même garder au centre. Et se dire que certes aujourd'hui Lyon est une ville très urbanisée, assez dense, etc. Et pour autant c'est les enjeux de la plupart des grosses mégalopoles, et pour le coup en France on n'est pas vraiment les pires des villes, je pense qu'il faut aussi se le dire. Et pour autant on doit réussir à concilier le fait d'habiter la ville et de préserver la santé. Donc pour moi c'est aussi un enjeu de société. Je pense que ça a été bien rappelé dans l'introduction que vous faites et qui décrit très bien cette séquence radio, et que j'invite à relire parce qu'elle était très bien rédigée. Vous faites référence à la tribune qui est publiée sur le site Rue 89 Lyon, il me semble. Tout à fait. Virginie Chal, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, simplement dire qu'effectivement, c'est pas pire ici qu'ailleurs, et peut-être mieux sur certains aspects, mais inévitablement, la ville produit des facteurs défavorables à la santé, type justement ce que vous évoquiez, les pollutions, les nuisances,
nuisances, etc. Mais dans le même temps, il y a des moyens, dans l'aménagement du territoire notamment, pour limiter ces facteurs environnementaux défavorables à la santé. Et puis dans le même temps aussi, la ville, de par ses configurations territoriales, de par la mise en place d'un certain nombre justement d'aménagements, d'équipements, elle est aussi pourvoyeuse de bonne santé, de meilleure santé. Donc c'est un bilan général qu'il faut faire pour justement ne pas non plus faire un mauvais procès à la ville en tant que telle. Bien sûr, il y a un impact environnemental inévitable, il y a un impact sur la santé, mais en même temps, elle offre des possibilités d'amélioration de la santé qu'on ne trouve pas en dehors des espaces urbains, justement. Oui, et à ce titre, il est vrai qu'il est plus facile d'aller à l'hôpital quand on est en ville qu'à la campagne, on s'en doute bien. Mais on est ici sur Radio Anthropocène et on aimerait peut-être atterrir dans cette période que constitue l'Anthropocène avec vous, une période qui se caractérise également par cette multiplicité des risques qui sont intriqués, d'une augmentation de la vulnérabilité. En ville, on l'a vu, la ville, on l'a cru pendant un temps un instrument de puissance, un instrument de protection, et en réalité la pandémie a pu nous le souligner, c'est un espace vulnérable également. Alors est-ce que peut-être, Madame de Laurence, vous pourriez, est-ce que vous voyez finalement une évolution dans la politique de santé à l'heure de l'Anthropocène, si on redresse un peu l'historique des compétences urbaines en la matière, est-ce qu'aujourd'hui il y a des évolutions qui se font jour quant à cette thématique de la santé urbaine? Je pense que c'est une question majeure que vous posez et c'est, à mon avis, elle se pose aussi dans le post-Covid. C'est-à-dire que le Covid a effectivement mis en évidence la vulnérabilité des villes dans un contexte épidémique du fait de la densité dont on a parlé, donc de la diffusion très rapide des épidémies et aussi de la difficulté à parer à ces épidémies confinées en ville. Voilà, on sait ce que ça a donné, mais aussi être vigilant sur justement le dépistage, etc., avec des contacts multiples. Voilà, la ville est fragile du point de vue épidémiologique. Aujourd'hui, on sait aussi que la ville, et le Covid l'a démontré, est fragile du point de vue des maladies chroniques. Les Français on a démontré que les Occidentaux étaient davantage vulnérables ce qu'on a appelé les comorbidités. C'est le cas aussi des habitants en ville et donc la fabrique de la maladie a été aussi un gros sujet. Donc, est-ce que vous pourriez juste préciser pour nos auditeurs et auditrices les comorbidités, de quoi il s'agit? Alors les comorbidités, c'est ce qu'on a, c'est ce qui était évoqué pendant pendant la pandémie, de dire en fait voilà, il y a un certain nombre de personnes qui vivent avec des comorbidités et qui font qu'ils ont des facteurs de risque de développer un Covid grave plus important. Donc ça a été souvent le diabète, l'hypertension artérielle, etc., qui ont été mis en évidence. Mais c'est des maladies chroniques. Et aujourd'hui, voilà, on voit bien aussi dans l'Anthropocène le poids que prennent ces maladies chroniques dans la vie quotidienne des Français en général, mais aussi des urbains. Donc là-dessus, il y a quand même un vrai sujet. Et comment est-ce que la ville, elle peut travailler justement sur ces vulnérabilités face à ces maladies chroniques et à ces maladies et à ces risques épidémiques. Donc là, on a un double facteur. Et j'ajouterai un troisième facteur à l'heure de l'Anthropocène, qui est celui du réchauffement climatique. On sait que les villes sont particulièrement vulnérables au réchauffement climatique, qu'il y a des îlots de chaleur urbains qui doivent faire l'objet d'un investissement particulier de la part des pouvoirs publics, sans quoi on a aujourd'hui des risques importants dans les villes, dans les grandes villes, ce que la ville devienne inhabitable en fait, voire risquée. Et justement, Virginie Chasles, la pandémie nous l'a également montré, les risques ne concernent pas uniquement ne concernent pas toutes les mêmes populations de la même façon en ville. Exactement. Les inégalités sont particulièrement importantes et je crois que justement cette période de l'Anthropocène le donne à le voir clairement. Des périodes de crise sanitaire telle la Covid, là de façon encore plus claire encore. Effectivement, avec là deux niveaux d'inégalité, des inégalités d'exposition à des facteurs défavorables à la santé. On n'est pas exposés tous de la même façon aux nuisances sonores, par exemple, du fait de logements de nature, de qualité très différentes. On n'est pas exposés de la même façon non plus
plus à la pollution, puisque pour certains, justement, la qualité des logements fait que notamment la pollution intérieure va être un peu moindre par rapport à d'autres types de logements. Certaines catégories sociales peuvent aussi avoir des espaces refuges, des lieux refuges, et donc pour pouvoir à certains moments échapper à ce type d'exposition. Donc des inégalités en termes d'exposition et puis aussi des inégalités en termes de sensibilité. Face à une exposition de quantité équivalente, par exemple, on ne va pas tous réagir de la même façon. Et il est bien évident que les catégories de population qui ont déjà un état de santé dégradé, souffrant de maladies chroniques, par exemple, qui sont quand même des bons révélateurs aussi des vulnérabilités sociales que l'on peut trouver en ville, là, l'impact va être beaucoup plus marqué, beaucoup plus important, donc des inégalités effectivement qui se lisent dans différents domaines et qui justement complexifient, je dirais, le rôle des politiques publiques, parce que ça implique d'intervenir sur différents champs d'action en même temps, l'environnemental bien sûr, mais pas seulement, puisque ça ne couvre qu'une partie au final de la vulnérabilité complexe et multiforme que l'on peut observer dans les espaces urbains de façon plus claire. Et à ce titre d'ailleurs, peut-être qu'on aimerait revenir avec vous sur le moment pandémique en tant que tel, qui a d'ailleurs valu l'expression qui a été préférée, le terme de syndémie. C'est Meryl Singer qui en parlait dès les années 90 et qui montre justement cette thématique des inégalités environnementales, notamment en termes d'exposition aux vulnérabilités dont vous nous parliez, Virginie Chal. Est-ce que à Lyon, vous auriez un panorama peut-être à l'échelle de la ville, de l'exposition des populations lyonnaises et ou métropolitaines au cours de cette période et peut-être après? Est-ce qu'on observe des facteurs, des inégalités vraiment fortes au cours de cette période pandémique qu'on pourrait finalement nommer syndémique? Alors les inégalités sur la phase Covid, elles reprennent les inégalités que vous documentez très bien, qui sont très malheureusement très robustes à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que toutes les villes sont confrontées à des inégalités sociales et territoriales de santé majeures. C'est quelque chose qui est reconnu, y compris par l'OMS, et ça correspond à tous les territoires. Donc la corrélation entre précarité économique et accès à la santé, à la bonne santé, est extrêmement forte. Et elle vient se cumuler avec des inégalités environnementales. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, on va construire des immeubles à moindre coût, en proximité d'une autoroute, dans lequel vont pouvoir se loger des gens avec des moyens moindres, etc. Donc, tous ces facteurs viennent se cumuler et je dirais même de manière un petit peu cynique, y compris sur les accidents ou les scandales sanitaires. Quand on voit que finalement sur Arkema, ça touche quand même un bassin qui est très sud-est lyonnais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les industries, les villes bourgeoises sont moins construites à proximité directe des industries, parce que, je pense que c'est aussi une manière pour les personnes aisées de se prémunir d'un certain nombre de risques qu'ils ressentent par ailleurs. Donc, je pense qu'il y a ce que vous appelez sur la syndémie. Ça m'amène aussi la question de la solidarité et des enjeux de solidarité dans l'approche de la santé globale aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous a appris de manière catastrophique cette pandémie, c'est qu'on était connectés à la santé d'autrui, pas seulement dans notre résidence, dans notre voisinage, etc., mais aussi à la santé des habitants de la Chine, des habitants du Brésil, etc. Et on était dans un tout complètement relié qui faisait système. Donc aujourd'hui, ça c'est valable sur l'interdépendance entre les santé au niveau géographique, mais c'est également valable entre espèces. Et là, je parle espèces humaines, végétales et animales, mais aussi microbiotiques, etc. Donc on a un vrai apprentissage et des nouveaux champs de recherche très importants qui s'ouvrent là-dessus. Et justement, sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on arrive à construire, et est-ce qu'on peut d'ailleurs construire et mettre en place une politique d'aménagement urbain qui prennent en compte justement ces séparations spatiales de classes sociales, le fait que les populations les plus pauvres soient les plus vulnérables spatialement à toutes ces questions de pollution, etc. Comment est-ce qu'on construit une politique autour de ça ? Je ne sais pas, je m'adresse à vous deux. Comment est-ce qu'on peut construire une politique autour de ça ?
pour pallier à ça? Est-ce que c'est possible, d'ailleurs? Virginie Chal, peut-être? C'est possible sûrement, mais ça demande des décisions politiques très fortes. Et donc effectivement, c'est possible, je dirais, dans l'avenir, dans le sens où ce qui est construit est construit. Et donc vous parliez d'Arkema, par exemple, c'est un bon exemple. On va pas, ça semble difficile de se dire on va délocaliser Arkema dans une autre commune avec un indice de faveur sociale plus élevé. Ça semble là complètement irréaliste. Et donc c'est vrai de tout un tas de tissus industriels, bien évidemment. Donc là, ce qui est fait est fait. Par contre, eh bien, dans les politiques, ce que l'on peut faire, parce que là on est clairement non plus face à une inégalité environnementale de manière générale, on est bien sur une injustice environnementale, dans le sens où les choix de localisation qui ont été faits de ces équipements structurants, mais aussi polluants, ne sont pas neutres socialement. Et donc, il y a bien une localisation qui donne à voir que le poids social de certains, finalement, eh bien, est moindre par rapport à d'autres. Hein. Donc ça, c'est absolument pas neutre, c'est tout à fait connoté socialement. Mais bon, voilà, ce qui est déjà en place est difficilement transférable ailleurs. Par contre, là où justement les politiques urbaines peuvent agir, c'est sur la réparation justement des préjudices subis du fait de ces plus grandes expositions. Puisque l'injustice, on peut dire, est double lorsque non seulement vous êtes exposé de façon disproportionnée par rapport à d'autres à des équipements polluants, et que dans le même temps, rien n'est fait pour soit limiter ces expositions en prenant des mesures environnementales, enfin en imposant des mesures environnementales, par exemple plus fortes aux industries, ou en aménageant le territoire autrement pour justement limiter notamment la diffusion des polluants. Donc ça, c'est pas des barrières de végétalisation, par exemple. Donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, une double injustice, parce que non seulement certains sont plus exposés, mais qu'en plus, peu est fait. Alors je vais être prudente, je ne veux pas dire rien, mais enfin bon, parfois c'est quand même rien. Mais bon, restons prudents, mais peu est fait justement pour que ces dommages subis soient réparés. Et là, sur ce point-là, pourtant, il me semble que les politiques peuvent mettre en place justement des politiques de réparation, si je puis dire. Céline de Laurence, est-ce que vous aviez une réponse ou un... Alors, pas forcément sur le cas du scandale Arkema, mais sur comment est-ce qu'on peut adapter des politiques publiques pour réduire en fait ce gap et ces inégalités. Nous, par exemple, dans le contrat local de santé qu'on a signé récemment, en début d'année, on intègre en fait un indicateur qui nous permet d'aller là-dessus et qui met un focus plus important sur les territoires de la ville qui sont majoritairement les quartiers politiques de la ville, donc les quartiers avec une défaveur sociale plus importante, et qui partent du postulat que en fait, ces personnes, pour X raisons, et à la limite on s'en fiche des raisons, vont moins facilement accéder aux soins et à des messages de santé en général. Et du coup, nous, ville, notre obligation, c'est une obligation pas seulement de moyens, mais de résultats. Donc ça veut dire que potentiellement, en fait, on va mettre 3 fois plus de personnes, de temps, d'argent auprès de ces personnes qu'auprès d'un public. Et en fait, on l'assume, et ça fait partie d'une politique municipale assumée. C'est valable pour le soin, mais c'est valable aussi pour la culture. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est l'esprit global des politique de la ville, avec un étayage et une vision globale sur l'ensemble des politiques publiques en fait. Et on y reviendra plus en détail au cours de notre entretien, mais vous nous permettez de documenter vraiment bien cette question de la justice environnementale et des inégalités environnementales de santé. Moi, je voulais peut-être vous entendre l'une ou l'autre sur cet intérêt aussi sur la santé. On peut aussi s'intéresser en termes populationnels, j'imagine, qu'on peut prendre par l'approche territoriale, mais on peut également segmenter par, je sais pas, les jeunes, les personnes âgées, les actifs, les handicapés, etc. Moi, j'aimerais peut-être revenir toujours sur ce moment pandémique qui nous a marqués, et notamment chez les jeunes, avec la question de la santé mentale, qui est un sujet qu'on n'évoque pas beaucoup, et peut-être qu'on évoque de plus en plus, et à juste titre, mais essayer de vous entendre aussi au sujet de ces populations, savoir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au sein de la ville pour ces populations-là. Alors, d'abord, partager le constat qu'effectivement, il y a eu pendant cette
crise, l'isolement pour les étudiants a été quelque chose de à la fois insoutenable, injuste, dans des conditions de précarité où en fait l'ensemble des contraintes mettaient en tension les jeunes et avec des vraies difficultés de santé mentale, des vraies prises de risques aussi pour certains, etc. Donc en tant que pouvoir public, la réaction, c'est de se dire, il y a un problème, qu'est-ce qu'on trouve comme solution ? On se met en lien avec l'ARS, la préfecture, la métropole, on met en place ce qu'on appelle l'allée vert, c'est-à-dire des points écoute dans les Crous, alors assez souvent on l'a mis aussi un peu en lien avec justement à l'époque, ça paraît un peu loin, mais du dépistage, etc., de l'information en fait sur la gestion de crise, parce qu'en fait il y avait beaucoup d'inquiétudes sur ce virus, des jeunes qui restaient isolés, qui voulaient pas aller voir leur famille parce que il faut se remettre dans ce contexte-là qui était notre réalité à tous. Mais derrière cette crise, elle a fait rejaillir une crise beaucoup plus profonde, liée à la précarité étudiante d'une part, mais aussi liée à, en tout cas, des enjeux de repères sociétaux pour une population quand même assez large et qui se poursuit. Donc sans forcément rentrer dans l'ensemble des facteurs, nous l'objectif, qui concourent à ces problématiques de santé mentale, nous l'objectif c'est de multiplier les interventions. Donc ça passe beaucoup par l'intermédiaire des structures de soins, avec lesquelles on travaille, des structures aussi qui sont pas forcément du soin, par exemple les centres sociaux, au sein desquels on a proposé des points d'accueil et écoute, gratuits, inconditionnels, etc. Donc quand même sur rendez-vous, mais je veux dire qui était un premier filtre sur un échange sur la santé mentale des gens, et qui parfois ont donné lieu à derrière une réorientation, etc. Mais ça passe aussi par le soutien, par exemple de la maison des ados ou des PAEJ qui explosent en fait de demandes, soit de parents, soit de jeunes qui sont débordés, quoi. Mais aussi des appels de la psychiatrie, etc. Il y a effectivement des grosses difficultés encore aujourd'hui. Et Virginie Chal, vous vouliez ajouter quelque chose ? Juste quelque chose, oui, sur la santé mentale. Donc effectivement, on s'est bien rendu compte, c'était le parent pauvre des politiques de santé de manière générale. Et tout à l'heure, vous évoquiez que la ville, elle fournit du soin et elle facilite l'accès aux soins. Je dis, alors c'est vrai, mais pas partout de la même façon. Et justement, quand on regarde un petit peu la géographie de l'offre en santé mentale, elle est quand même loin d'être homogène sur le territoire de manière générale, et quelle que soit l'échelle d'observation, avec inévitablement justement des territoires, parmi lesquels vous évoquiez les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans lesquels l'accès aux soins de manière générale est plus contraint qu'ailleurs, et c'est particulièrement le cas pour la santé mentale. Donc effectivement, là où un acteur tel que la ville de Lyon peut aussi agir, c'est, comme vous venez de bien le montrer, en déployant cette offre au plus près des populations qui généralement ont par ailleurs des besoins plus importants qu'ailleurs, mais sont face à une offre moindre. Alors peut-être juste pour rebondir sur vos propos, il y a à la fois effectivement la ville de Lyon. Alors la compétence vraiment de la gestion de l'offre de soins, c'est une compétence du ministère de la Santé qui est déployée à travers les ARS et puis les centres hospitaliers universitaires. Mais pour autant, ce qui est vrai, c'est que la ville a le devoir de se saisir de ces sujets de santé des personnes et d'interpeller qui de droit. Et ça, je pense que c'est une compétence. Et vous me posiez la question tout à l'heure de est-ce que finalement la crise qu'on a vécue a fait évoluer la manière dont les villes doivent se préoccuper des questions de santé. Et je pense que ça a aussi mis en évidence que le rôle c'est pas forcément de pilote, c'est le rôle de garant que peut avoir la ville. D'ailleurs, il faut savoir que les collectivités, enfin les villes, les mairies, sont les seules à avoir gardé ce qu'on appelle la clause de compétence générale. C'est-à-dire, parmi toutes les collectivités, ce sont les seules à avoir gardé cette clause qui leur donne la capacité
d'intervenir sur toute une série de sujets à partir du moment où ça préoccupe ses administrés. C'est-à-dire de dire, en fait, s'il y a un trou dans la raquette, c'est le maire qui est en capacité d'aller tirer, on va dire, la sonnette d'alarme auprès du ministère, auprès de qui de droit. Et ça, c'est important parce que du coup, ça veut dire que c'est la ville qui a cette garantie que les choses fonctionnent, que l'huile dans les rouages est mise aux bons endroits et que les gens sur le territoire aient accès à ce dont ils ont droit et accès à leurs droits et accès aux soins. On est toujours en direct sur Radio Anthropocène pour les mercredis de l'Anthropocène dédiés à la ville qui soigne en compagnie de Céline Delorence, élue écologiste adjointe à la ville de Lyon, chargée de la santé et de la prévention et de la santé environnementale, et Virginie Schall, professeure des universités à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Alors, on vient de passer une bonne vingtaine de minutes à dépeindre un petit peu les aspects négatifs des villes en termes de santé. On peut peut-être maintenant passer aux aspects un peu plus positifs. Et dans les aspects positifs, la ville, c'est le lieu du lien. Et on sait que le lien, c'est quelque chose qui est très important pour la santé des individus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment les liens permettent de se sentir en meilleure santé, au-delà de se sentir, d'être en meilleure santé en ville ? Virginie Schall, peut-être pour commencer. Oui, c'est un facteur favorable à la santé qui est bien documenté, notamment en termes de santé mentale. Être en lien avec les autres, c'est avoir sa place dans la société, c'est avoir sa place dans la ville, c'est bénéficier d'une certaine considération. Et donc évidemment, l'impact ne peut être que positif pour la santé. À l'inverse, quand vous êtes isolé, eh bien, vous vous interrogez sur la place qui vous est accordée, sur la valeur qui vous est accordée. Évidemment, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus, justement, dans les villes, on construit des lieux, des événements, des dispositifs qui permettent la rencontre, qui permettent les interactions sociales, et donc qui créent du lien. Et mieux c'est pour les indicateurs de santé mentale notamment. Donc ça passe par plein de types d'aménagements qu'on va peut-être préciser après, mais possible. Et à ce titre, sans vouloir ternir le constat, au départ on disait l'air de la ville rend libre. C'est la ville qui émancipe, qui permet la rencontre, la diversité, la densité. C'est un petit peu tout ce paradigme qui a dominé pendant quelques années. Aujourd'hui on a quand même l'impression que la ville et les habitants urbains sont aussi confrontés à de l'isolement. L'anonymat s'est transformé en anomie et concrètement comment on fabrique du lien social en actes comment on réussit à créer ce que le sociologue américain Eric Lindenberg appelle des infrastructures sociales qui permettent justement la résilience et la bonne santé de ses habitants. Céline Delorence, peut-être. Alors, je pense que votre question est déjà, pour revenir sur les fondamentaux de cette question, je pense que c'est essentiel. Et juste pour vous donner une petite anecdote, en janvier 2022, en janvier 2021, on a participé à une assemblée citoyenne, donc une réunion avec des habitants justement sur la santé globale. Donc un sujet qui paraissait très en apesanteur. On s'est dit, zut, comment est-ce que les citoyens vont percevoir ça ? On était en visio en plus, donc à l'époque. Et en fin de compte, c'était assez fabuleux parce que la question justement du lien et de la santé des milieux de vie est revenue comme quelque chose d'extrêmement essentiel. C'est-à-dire que c'est comme si on revenait à la base de la définition de santé et la question du lien est ressortie de manière assez forte en disant en fait il faudrait que la ville quelque part soit garante que le lien social puisse se réaliser à l'intérieur de la ville. Alors je prends souvent un exemple, c'est pas très sympa pour les quartiers nord de Marseille, mais en fait il y a des configurations d'urbanisme qui sont pas adaptées en fait, à l'élaboration de liens sociaux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les quartiers nord de Marseille, ce serait très... Mais c'est vrai que, et à contrario, il y a des configurations avec un maillage de commerce, avec un maillage de... ne serait-ce le fait de mettre des bancs publics, avec un maillage de parcs, avec un maillage de... avec de l'économie qui vient, avec du logement social qui est mixé avec... Il y a
il y a des conditions qui font que le lien social est permis et qu'il est équilibré et régulé. Et en fait, je pense que c'est ce que vous disiez, ce continuum entre la ville qui permet la solidarité et la ville qui permet l'anonymat. Comment est-ce qu'on garde, comment est-ce qu'on continue à marcher sur cette espèce de, comme un funambule, sur cette espèce de ligne très très étroite, sans sombrer ni d'un côté ni de l'autre. C'est toute la difficulté. Et pour ça, je pense que les aménageurs, les urbanistes, les différentes parties prenantes qui font la ville, qui ne sont pas seulement la municipalité, bien évidemment, qui sont l'ensemble des acteurs économiques et les pouvoirs publics qui font la ville, en fait. Je pense que là-dessus, il y a vraiment un enjeu à définir ce qui est, pour moi, la définition de l'urbanisme favorable à la santé. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui fait un petit peu preuve de concept, qui doit être déployé. Ça implique aussi de déployer une vision de santé dans l'ensemble des politiques publiques, parce que l'urbanisme, ce n'est pas que le fait de construire un quartier, c'est aussi le fait d'avoir des activités de loisirs aux bons endroits, de pouvoir... Bon, bref, je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Et justement, Virginie Chasles, sur la définition de cet urbanisme propice à la bonne santé, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Si vous me permettez, juste avant de venir là-dessus, juste une petite remarque, enfin une petite réaction, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et je voulais juste ajouter que le lien social, il est aussi garanti par l'attachement au lieu, sauf donc l'attachement à son quartier, l'attachement à sa ville, et donc plus justement on travaille ce lien affectif avec les lieux dans lesquels on évolue, et plus ça facilite et ça apaise justement les interactions sociales, les liens que l'on peut avoir les uns avec les autres. Donc il y a cette dimension affective aussi qui est importante. Et donc dans l'urbanisme favorable à la santé, il y a des aspects tout à fait matériels, comme vous évoquiez tout à fait justement, des accès par exemple à des espaces végétalisés, des aspects à des services publics et des commerces de différentes natures. Ça renvoie à la question de la qualité des logements. Donc différentes considérations tout à fait matérielles, mais en même temps, il y a aussi dans cet urbanisme favorable à la santé cette dimension plus immatérielle, plus affective justement. Et donc c'est aussi ça, donc ça renvoie à ce qu'on vient d'évoquer sur le lien social, et puis aussi sur, je reviens à ce terme de considération. Dans l'urbanisme favorable à la santé, il y a aussi cette idée de considérer les individus, les considérer en justement leur offrant des espaces de proximité de qualité, en leur permettant de s'insérer dans le tissu économique, en leur permettant justement d'avoir accès à une offre de transport, par exemple, qui facilite leur mobilité, etc. C'est ça aussi dans l'urbanisme favorable à la santé. Et est-ce que ce que vous dites sur la question du lien affectif au lieu de vie, est-ce que les politiques qui tendent à réhabiliter, à rénover les espaces qu'on pourrait considérer comme des cités ou des HLM, est-ce que ça participe de ça ? Ce qui se fait de plus en plus, c'est ce qu'on, pendant longtemps, on avait plutôt tendance à détruire ces espaces-là. Exactement. Je crois aussi que les acteurs de la ville, certains en tout cas, ont bien pris conscience aussi que, d'un point de vue très économique, là c'est très terre à terre ce que je vais vous dire, mais plus les habitants, par exemple, sont attachés à leur quartier, à leur îlot résidentiel, et plus ils vont aussi le considérer et le soigner. Et donc, en termes de dégâts matériels, d'incivilité, ça a des impacts tout à fait avérés. Et donc, voilà, donc c'est aussi par les aménagements recréer du lien social, mais c'est aussi recréer ce sentiment d'attachement, d'ancrage à des espaces qui ne suscitaient pas forcément des émotions et des sentiments positifs. Et si je peux me permettre, pardon, mais je vais peut-être rebondir sur ce que vous allez dire, c'est aussi autour de ça, sur le lien affectif à un quartier. Est-ce que c'est pas lié également à la capacité, à l'encapacitement politique des habitants de ce quartier à pouvoir agir sur ce quartier-là ? Je ne sais pas si l'une de vous a justement, c'est un peu là-dessus que je voulais parler de ce qu'on mène à Lyon en termes de participation citoyenne, parce que je pense que c'est un des objectifs principaux, en fait, d'attacher le citoyen à son quartier, à sa ville, de le rendre acteur, de lui donner le pouvoir d'agir, donc à la fois à travers le budget participatif qu'on a mis en œuvre, sur lequel il y a un certain nombre de projets qui ont été retenus, projets
proposés par des citoyens, mais aussi à travers d'autres possibilités, comme celui de vouloir végétaliser sa rue et de le proposer, comme celui de demander par l'intermédiaire de la métropole de Lyon, de demander à installer un composteur. Alors, il se trouve que c'est des actions très écologistes, mais en fait, c'est aussi une écoute globale sur les projets des gens. Et quand je disais être garant du lien social, c'est aussi être garant qu'en fait, pour toute personne, il y aura la possibilité de créer une action collective, de sortir de chez soi, etc. Donc voilà, ça fait partie en tout cas des outils qui sont assez performants aujourd'hui en matière d'attachement des citoyens à leur ville, à leur quartier et d'implication en fait. Si je peux me permettre, ça pose aussi la question de savoir qui participe à ces processus de participation. En termes de classe sociale, bien évidemment, on sait que ce sont souvent les mêmes personnes, les mêmes classes sociales qui vont s'impliquer dans le processus de fabrique de la ville. Comment est-ce que vous arrivez à garantir, à vérifier qu'il y ait plusieurs classes sociales, qu'il y ait une mixité dans ces projets d'aménagement-là ? Alors, je suis pas celle qui en parlerait le mieux, mais il y a c'est Chloé Vidal qui est en charge de ces politiques publiques et elle a vraiment, je pense, une connaissance très fine des méthodes justement, des méthodes pour compenser ce biais que vous documentez très bien, enfin que vous évoquez très bien. Mais il y a différentes stratégies de contournement et je pense notamment celle du porte-à-porte qui a été beaucoup utilisée. Juste pour rebondir sur le fait que nous, à la ville de Lyon, on a souhaité mettre en œuvre un baromètre du bien-être pour se dire justement, en fait, aujourd'hui, les politiques publiques doivent être perçues et évaluées sous l'angle du bien-être des habitants et pas seulement sur des critères économiques, etc. Et on a du coup choisi de définir un baromètre du bien-être. Ce baromètre du bien-être, l'idée, c'était pas que ce soit les écologistes dans leur mairie qui définissent ce que c'est le bien-être et puis qui appliquent du coup des critères d'évolution des dépenses publiques en fonction. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait une définition par les habitants eux-mêmes. Et par les habitants veut dire par tous les habitants. Et du coup, on a fait pour ça des séries de porte-à-porte pour aller chercher les habitants dans les quartiers dont on sait qu'ils sont plutôt des quartiers en défaveur sociale et dont on sait que la participation citoyenne y est compliquée. Donc, c'est par des outils comme ça d'adaptation méthodologique, alors qui sont certainement pas pleinement parfaits, mais en tout cas qui permettent quand même d'avoir une représentativité améliorée des outils et de considérer qu'on parle, en tout cas qu'on se donne largement les moyens d'essayer de parler à tout le monde. Et on a parlé de la diversité des types de des participants qui s'engagent plus ou moins dans la fabrique de la ville, dans la définition de ses politiques publiques, etc. Moi, j'aimerais également revenir peut-être sur la manière dont on a de créer du lien social en ville et la manière qu'on a peut-être de faire durer cet engagement des habitants. La pandémie a été un moment dans lequel, avec une certaine romantisation, les gens se sont découverts des vertus de solidarité, une forme de romantisme et je sais que la ville de Lyon avait développé à ce moment-là une initiative qui s'appelait Lyon Voisins Solidaires, qui visait justement à mettre en contact des populations vulnérables auprès de voisins engageants qui aimeraient les aider pour faire des courses, pour donner des cours de soutien scolaire, etc. Aujourd'hui, ces initiatives, d'une part, le site n'existe plus. En fait, qu'en est-il de la pérennisation de ce type de dispositif et comment on réussit à faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose de ponctuel uniquement au moment de la catastrophe, quand la crise arrive, mais pour faire durer cette implication habitante dans les politiques de santé? Alors sur ce projet dont vous parlez, je n'ai plus l'historique, même si je me souviens bien effectivement de cette action, de la plateforme, etc. Je pense qu'il y a eu aussi un essoufflement à un moment donné du besoin.
parce que le besoin pendant la crise Covid, ça a quand même duré un paquet de temps parce qu'il y a eu plusieurs confinements, vous le savez. Mais derrière, il y a eu aussi une forme de lassitude de pas mal de citoyens. Mais en tout cas, ce que vous évoquez sur comment continuer à faire vivre cet élan de solidarité, de héroïsme, de romantisme, je ne sais pas comment vous l'évoquez, mais je partage un peu votre vision. C'est quelque chose qui nous est paru assez majeur, en fait, quand on a pris notre mandat. Pour mémoire, c'était en juillet, donc juste après le premier confinement. Et on s'est dit comment faire pour que... ça paraissait de plus en plus évident qu'on allait avoir un nouveau confinement et que on n'allait pas avoir un arrêt total des activités et que du coup, on ne retrouverait pas cet élan de solidarité et qu'on commencerait à sentir ce qui est un peu documenté, la fatigue pandémique, l'aigreur, etc., le découragement. Voilà. Donc, comment faire pour mobiliser ces gens et c'est ce qu'on a fait avec le Conseil consultatif lyonnais Covid qu'on a mené avec Chloé Vidal pour essayer justement de mettre des mots sur les projets et que chacun puisse se rendre acteur, y compris dans des phases de confinement, parce que ça a duré pendant 6 mois jusqu'à mi-2021. Pour être en mesure de proposer des adaptations de la gestion de crise sur différents aspects. Donc, en fait, je pense qu'il y a effectivement un contexte très particulier et comment faire vivre aujourd'hui ces politiques. Après, ces politiques ou ces projets qui ont fonctionné un temps. Après, il y a des projets qui n'ont plus de besoin derrière. Je ne sais pas si c'est tout à fait le cas de celui dont on parlait. Il faudrait que je me rencarde auprès de ma collègue Camille Auget qui a suivi plus particulièrement ce projet. Mais je pense que c'est avant tout aussi comment est-ce qu'on met aussi de l'argent public sur des projets dont on sait qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'on valorise, il y a la reconnaissance qui est quelque chose de très important, la pérennisation et voilà, et je pense que ces 2 éléments qui sont extrêmement importants et qui font clairement aujourd'hui un peu défaut. Et Virginie Chal, on évoque depuis tout à l'heure les questions de santé environnementale, peut-être de santé publique de manière un peu plus globale. Donc la santé publique est une approche populationnelle de la santé qui est non individuelle et qui est préventive et non pas curative. On a l'impression qu'en France, il y a un retard à l'allumage concernant toutes ces thématiques de santé publique. Et j'aimerais peut-être vous entendre sur... finalement des exemples, des cas concrets de dispositifs de politique publique qui permettent l'implication habitante également et la saisie de ces projets de santé environnementale. Est-ce que vous auriez des cas dont vous pourriez nous parler à cet égard? Point du tout, et auquel cas on aura le plaisir de passer à un autre sujet. Écoutez, si, des petites choses, mais... en tout cas, vous avez raison de dire qu'on a du retard par rapport à cette approche préventive. Ça, le primat a été longtemps donné au curatif. Et quand on parlait santé, qu'elle soit environnementale, publique ou autre, on pensait d'abord soins. Maladie et soins. Donc là, c'est un constat que vous faites et qui est tout à fait juste. Depuis quelque temps, effectivement, le préventif gagne du terrain. C'est le vrai en médecine d'abord, en santé publique aussi en particulier, et aussi justement... ça commence de différentes façons, aussi dans la façon dont on conçoit nos territoires. Et donc, en termes de santé environnementale, un exemple, mais c'est parmi tant d'autres, et c'est pas très original, c'est même pas du tout original ce que je vais vous dire, mais justement, quand vous parliez de la végétalisation, ça passe par différentes modalités. On pense bien qu'il n'est pas possible d'aménager partout des parcs avec une emprise spatiale importante. Il y a quand même des réalités foncières qui s'imposent aussi aux acteurs de la ville. Par contre, si on est sur de la micro-végétalisation, sur de la végétalisation plus à l'échelle
j'ai presque envie de dire de l'espace domestique, pas tout à fait, mais en tout cas à l'espace, vraiment à l'échelle des individus. Là, il y a quand même des projets qui se font justement autour de cela, qui visent, qui ont différentes vertus, parmi lesquelles justement d'améliorer, alors il ne faut pas non plus idéaliser la chose, mais améliorer quelque peu la qualité environnementale justement des espaces concernés. Et Céline de Laurence, au sujet de ce qu'on appelle aussi la santé communautaire, je ne sais pas si c'est un terme duquel vous êtes familière, Oui. Et notamment, je sais qu'en Espagne, on parle d'activos en salud, donc d'actifs en santé. Et en fait, pour coller également avec la dimension donnée par l'OMS de la santé, qui est non seulement une absence de maladie, mais un état de bien-être complet de santé physique et mentale. Et donc, on identifie des ressources spatiales qui seraient vraiment favorables à la santé. Est-ce que c'est quelque chose que vous tentez également de mettre en place, et avec une vision très atterrie finalement à l'échelle micro-locale, de créer des dispositifs, des centres de soins communautaires? Est-ce que c'est quelque chose qui est établi à Lyon en ce moment? Alors, c'est quelque chose qu'on souhaiterait. Maintenant, à Lyon, on a des difficultés foncières, justement, des difficultés d'accès à un foncier qui ne soit pas à un coût exorbitant. Pour être tout à fait honnête, le centre de santé communautaire et planétaire qui s'est installé à Bron, ils avaient des velléités de s'installer à Lyon avant, et on a tout fait pour leur trouver des locaux. Et malheureusement, il y a aussi un équilibre économique qui fait qu'ils ne pouvaient pas payer. Et qu'en fait, ils ont trouvé plus rapidement à Bron. Donc tant mieux pour les Brondinois, je crois. Je sais plus. Pour les habitants de la ville de Bron. Voilà. Mais effectivement, ce type de projet, pour nous, ce sont des projets vraiment importants. Je sais que vous avez retrouvé les... C'est les brondillants. Voilà. Désolée pour les brondillants et les brondillantes. Oui. Voilà. Mais effectivement, la santé communautaire, je pense qu'on a un outil qui est un outil avec des preuves des preuves de concept extrêmement forts qui fonctionnent. C'est quelque chose qu'on a mis également dans notre contrat local de santé pour essayer de promouvoir des référents en santé communautaire. On a un besoin de faire monter aussi un certain nombre d'acteurs des communautés sur les questions de santé. Donc en fait, on a différentes dimensions. C'est à la fois des santé au sens soignant, avec une vision culturelle avec une place de la médiation en santé communautaire très forte, parce qu'elle est nécessaire en fait pour un certain nombre de publics, mais aussi une montée, ce qu'on appelle la littératie en santé, même si c'est très techno comme terme, désolé, mais une montée sur une augmentation des connaissances en santé d'une population qui passe aussi par des relais. Donc ça, c'est deux éléments très importants. Et juste pour rebondir, si je peux me permettre, sur la question posée précédemment, je pense que sur la question de santé-environnement, ce qui est important en matière d'implication des citoyens, c'est la question de la démocratie en santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de rétablir une confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics sur des questions d'information en santé-environnement. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que, en fait, on enchaîne aussi un certain nombre de scandales sanitaires, qu'on n'est pas complètement serein sur le fait qu'il n'y en ait pas plein d'autres qui arrivent. Et puis, finalement, on en vient à cette conclusion que, finalement, tout est déjà pollué, tout est déjà foutu, etc. Donc, quelque chose qui est extrêmement noir, en fait. Et je pense que les citoyens ont besoin d'être assurés, d'une part, que les pouvoirs publics sont conscients, vont chercher l'info, la transmettent, etc., mais aussi agissent en responsabilité sur ça en priorité, sachant que grosso modo, sur ce type de sujet en santé-environnement, en fait, il y a vraiment deux cas de figure. Il va y avoir les maires, je dis maires au sens large, qui vont avoir une tendance à vouloir tout savoir, tout contrôler, etc., être sûr que la réponse soit apportée, et d'autres qui vont minimiser, voire mettre sous le tapis, parce qu'en fait, pour eux, il y a tout à perdre. En fait, ils vont inquiéter leur population, ils vont pas forcément pouvoir
trouver des réponses sur tout. La dépollution va prendre bien plus qu'un mandat. Enfin, excusez-moi de caricaturer ce sujet, mais aujourd'hui, pour moi, qui me suis engagée sur une liste alors que j'étais pas encore adhérente Europe Écologie Verts, ce que je suis maintenant, mais je veux dire, je me suis aussi engagée sur une liste qui avait pour projet de renouer sur le contrat démocratique. Alors, et c'est extrêmement important. Et la démocratie sanitaire, pour moi, est un pilier de la politique de santé qu'on doit mener. Et pour dire, voilà, les outils qui fonctionnent, il y a tout ce qui est observatoire citoyen qui sont demandés. Là, il y a un projet d'institut éco-citoyen un peu comme celui qui est réalisé à Fos-sur-Mer. Donc, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'on a besoin de donner des garanties aux citoyens que les pouvoirs publics ont et partagent avec eux la connaissance, l'information et peut-être les modalités d'action. Oui, juste une réaction, je trouve tout à fait intéressante cette notion de démocratie en santé. Et effectivement, c'est tout à fait important. Et ça doit aider justement aux citoyens d'être acteurs de leur santé. Ça doit permettre et contribuer à cela. Et être acteur de la santé, c'est pas simplement adopter, je dirais, de façon un petit peu docile les messages de santé publique qui nous donnent des messages justement quant au comportement alimentaire favorable à la santé, quant à l'activité physique, etc. C'est ça, être acteur de sa santé, mais c'est pas que ça. C'est effectivement avoir voix au chapitre, être en capacité justement et être entendu quand on fait remonter des besoins divers et variés. Et donc c'est effectivement cette question de la démocratie en santé, elle rééquilibre aussi un petit peu les enjeux de pouvoir et les relations qu'il y a entre justement les citoyens et les acteurs de la santé, où là on avait quand même des relations qui étaient très déséquilibrées du point de vue des rapports de force. Donc, et ce qui participe justement, ce qui a pu participer aussi à une perte de confiance, puisque c'est pas non plus si évident que ça que de se livrer, comme ça, corps et âme à des acteurs que l'on connaît pas, sans avoir le sentiment d'être toujours considéré ou entendu de l'autre côté. Donc donc simplement effectivement un aspect très important. Et justement, on parle de démocratie en santé et du fait de permettre aux individus d'être à la fois plus responsables, mais pas uniquement dans une approche faites plus de sport, manger 5 fruits et légumes par jour. Vous parliez tout à l'heure, Céline de Laurence, de la question des compétences et du fait que les compétences sont partagées entre l'Agence régionale de santé, la ville qui a cette clause de compétence générale. On a l'impression que pour revivifier cette démocratie également, il y a un besoin une nouvelle articulation en termes de compétences et peut-être d'un atterrissage à une échelle hyper-locale, très très fine territorialement, avec un maillage qui permette aux habitants de se saisir de ces enjeux de santé. Et comment concrètement, aujourd'hui, à l'heure d'une décentralisation qui peine à advenir un peu davantage, on favorise peut-être la question de l'arrondissement ou même du conseil de quartier sans qu'il soit parasité ou investi par uniquement les mêmes têtes de réseau. Comment concrètement on fabrique cette démocratie en santé en acte, une fois encore ? Alors, votre question est très technique, je ne sais pas si je pourrais y répondre et je pense que la refonte du système de santé d'une manière générale doit se préoccuper des aspects de territoire et du maillage, de la subsidiarité des acteurs. Il faut savoir que la question de la prévention et la question de la santé environnementale sont des sujets, les deux, qui sont pas investis d'une manière générale dans les politiques publiques nationales et local. Je dirais un peu plus local que national, mais globalement, c'est quand même un impensé. Donc aujourd'hui, il y a une page, je ne vais pas dire qu'elle est blanche, mais pas loin, en fait. On a un nouveau ministre de la Santé et de la Prévention, sur lequel qu'on attend un peu au tournant sur la partie prévention. On le laisse arriver tranquillement. Mais effectivement, il y a un enjeu. Je pense que tout le monde est globalement d'accord qu'il faut faire de la prévention. Personne n'est d'accord pour dire moi je m'étends. Moi je passe à l'acte et ça se passe comme ça. Ça on l'a bien identifié. Et dans le contrat local de santé, donc on a signé avec, je rappelle, il y a 35 signataires, dont l'ARS qui est à nos côtés. Et ce contrat local de santé, il a été fait de manière très participative, avec énormément de citoyens qui ont contribué, des associations, des personnes ressources, etc.
il y a justement le fait de dire aujourd'hui, on doit pérenniser un modèle économique de la prévention. Enfin, on doit pérenniser la prévention. Comment faire pour pérenniser la prévention, sachant que tout le monde se dit, not my business. Enfin, se dit, oui, c'est important, mais je ne peux pas payer. Donc, en fait, il y a bien un moment, il faut sortir de cette équation à temps d'inconnu et il faut avancer. Donc, nous, on propose une expérimentation. Là, il faut savoir qu'il y a déjà des expérimentations qui existent. Il y en a notamment une qui a été réalisée par Ipsos Santé qui vient de s'installer sur notre territoire. Je vous invite à aller creuser ce qu'ils font, c'est vraiment très intéressant. Il y a aujourd'hui énormément de gens qui repensent le système de santé en intégrant la question de la prévention. Et l'articulation et la question du maillage territorial sera un sujet. Maintenant, pour moi, ce n'est pas le sujet le plus important parce que trop souvent, pour trouver des solutions, les politiques publiques s'attachent à se disputer des prérogatives. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Là, on est déjà dans un sujet où, en fait, on va se disputer des prérogatives sur, par exemple, la médecine scolaire. Est-ce que département, est-ce que métropole, est-ce que ville, est-ce que voilà. En fait, tant qu'on perd du temps à se disputer des prérogatives, en fait, on n'agit pas et on ne répond pas aux questions essentielles. Comment on fait pour ne pas, pour ne plus se disputer autour des prérogatives ? Alors c'est une vaste question, mais moi je pense que déjà on détourne le sujet et on refuse de rentrer dans une réforme de l'articulation globale du système de santé. En tout cas, sur les questions de prévention, il y a, selon moi, un champ qui est tellement vaste et qui est tellement peu investi qu'il faut aujourd'hui plutôt trouver des coordinations. Il faut trouver des gens qui sont en capacité de mettre en place des actions, de les pérenniser dans un système en fait qui parte du terrain, comme c'est le cas beaucoup avec je ne sais pas si vous connaissez les articles 51, qui sont un outil de la loi de financement de la sécurité sociale qui permet d'expérimenter en fait toute une série de modèles et après de les capitaliser. L'article 51 aujourd'hui, il y en a une quantité, je ne saurais pas vous le dire, mais il y en a beaucoup, et ils sont censés être pérennisés. Moi, je demande maintenant, sur les articles 51, sur les projets qui ont montré leurs preuves, qui ont fait leurs preuves, en fait, qu'on y aille, qu'on investisse lourdement sur ces projets qui fonctionnent. Les maisons sport-santé, par exemple, dont on a aujourd'hui une habilitation gouvernementale, etc. L'État ne met pas un centime là-dedans. Donc, en fait, c'est ça, mais c'est ça appliqué à tous les éléments de prévention. Et oui, l'argent est le nerf de la guerre, et là, c'est y compris en matière de santé. Le temps va bientôt nous manquer. Le silence est d'or, mais la parole est d'argent. Non, c'est l'inverse. Virginie Chal, on a évoqué avec vous notamment les questions d'inégalité environnementale, et vous avez écrit l'année dernière, je crois, dans une tribune à Libération, vous insistiez sur la thématique des politiques d'aménagement. On l'a déjà évoqué en disant que prendre soin de l'espace, c'est finalement prendre soin des habitants. On le voit, l'écologie, c'est la santé de manière globale. On parle de villes favorables à la santé, d'healthy cities, de caring cities, etc. Et pourtant, les politiques mobilitaires, les politiques de désincitation à la voiture, etc., trouvent un nombre de critiques assez pharaonique. En deux mots, et je m'arrête là, comment on fait pour convaincre qu'on a intérêt à agir ? Une façon de convaincre peut-être, c'est de dire que l'impact de tout cela, ou les résultats de tout cela sont plus globaux que ce qui est annoncé, puisque là, il ne s'agit pas simplement d'impact sanitaire, évidemment, mais d'impact sociaux de manière générale, et justement œuvrer pour davantage de mobilité douce et active, par exemple. C'est pas simplement faire en sorte d'améliorer certains facteurs favorables à la santé, c'est aussi améliorer, ça permet aussi de lutter contre les inégalités sociales, de recréer aussi du lien social. Donc c'est pas
simplement un impact sanitaire, c'est un impact social aussi, et j'ai envie de dire un impact global de manière générale. Donc peut-être, voilà, pour convaincre, c'est montrer toute la plus-value, tous les bénéfices qu'on pourrait retirer de ce type de politique très courageuse mais nécessaire. Eh bien, un grand merci. Un dernier élément de réponse, on aurait aimé avoir des heures en plus pour discuter de tous ces sujets avec vous. Je crois savoir que vous passez également par la thématique des enfants, qui permet peut-être de convaincre les plus récalcitrants que ils ont intérêt pour leurs enfants d'agir et d'enlever les voitures en ville. Un petit clin d'œil. Céline Delorence, un grand merci pour votre participation. Je rappelle que vous êtes adjointe à la ville de Lyon, chargée de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. Virginie Chal, vous êtes professeure des universités à l'université Jean Monnet et vous travaillez essentiellement sur les questions de justice environnementale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre émission et toutes les chroniques de la journée sur Radio Anthropocène et sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui existent. Un grand merci à Florian Fontpéry avec qui j'ai eu le plaisir d'animer cet échange. Merci François. Merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène et à Thomas Balestrieri à la technique. Je rappelle que Radio Anthropocène est une production Cité Anthropocène et de l'École urbaine de Lyon en partenariat avec Radio Bellevue Web et avec le soutien de la ville de Lyon. Et la semaine prochaine, on sera en direct de la Villa Gilet à partir de 13h pour le Littérature Live Festival. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.